Philippe Assolène pour son livre Les champions juifs dans l'histoire, où nous avons vu comment est né le sport juif à partir de 1896 en Hongrie et jusqu'à ensuite le sport en Palestine, les Maccabiades, etc. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux Jeux olympiques qui ont eu un caractère tragique pour les Juifs, surtout le second, à savoir les Jeux de Berlin en 1936 et les Jeux de Munich en 1972. Donc voilà qu'entre 1896 et 1936, les Juifs ont commencé à occuper une certaine place dans le sport. Évidemment, on ne l'a pas tellement remarqué parce qu'on ne disait pas dans les journaux que Mme Ilona Elek était juive, que M. Azios était juif, etc. Et donc il y a eu pas mal de champions olympiques et de médaillés olympiques pendant tous ces 40 ans. Et puis arrivent les Jeux de Berlin et se pose un gros problème, c'est que Hitler ne veut pas de Juifs aux Jeux de Berlin. C'est ce qui va se passer lors de ces Jeux de Berlin, c'est que un peu avant les Jeux de Berlin, Hitler va interdire le juif de toute participation à toute manifestation sportive et de s'exprimer dans le sport et dans les clubs. Tout le nazisme était fondé sur l'exaltation du corps. N'oubliez pas la fameuse affiche des Jeux de Berlin, le bel arien, etc., qui a porté la flamme olympique, d'ailleurs c'était la première fois. Et là commence une histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'une athlète qui s'appelle Mayer. Hitler voulait exalter le corps, mais le corps arien, mais je voulais dire qu'il voulait taire le corps juif, et c'est pour ça qu'il voulait interdire le juif de s'exprimer dans le corps. Les juifs et les noirs d'ailleurs. Les juifs et les noirs. Mais il y avait un problème avec Jesse Owens. Effectivement. Les noirs, ils ne pouvaient pas les refuser. Voilà. Il y a une histoire extraordinaire avec Hélène Mayer, parce que les Jeux olympiques ont pu se réaliser normalement avec la participation de tous les États, et notamment les Américains, parce que Hélène Mayer a pu participer aux Jeux. Il se trouve que Hitler avait refusé tous ses champions juifs de participer aux Jeux olympiques. Donc si l'idée d'Avery Brundage, qui était président du comité olympique aux États-Unis, et du général Cherry, c'était s'il y avait un athlète allemand juif qui participait aux Jeux, alors on pouvait dire que Hitler avait fait un pas vers les Juifs et qui n'était pas si antisémite que ça. Alors, se déroule l'épreuve du fleuret. Voilà, alors donc l'épreuve du fleuret, parmi tous les exploits des champions juifs pendant ces Jeux, est assez incroyable parce que on va retrouver trois protagonistes, trois femmes, qui sont trois juives. La juive allemande, Hélène Mayer, la juive autrichienne, Hélène Preiss, et la juive hongroise, Ilona Elek. Et toutes les trois s'appellent Hélène d'ailleurs. Attendez, en demi-finale, plus une quatrième qui est une Allemande. Voilà, qui s'appelle Haas. Donc il y a trois Juifs en demi-finale, qu'est-ce qui se passe? Alors, trois Juifs en demi-finale et une Allemande. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une finale de toute beauté, mais qui sera gagnée par Ilona Elek, la Juive hongroise. Donc sur le podium, trois Juifs. Ilona Elek sur la plus haute marche du podium, médaille d'or. Hélène Mayer sur la deuxième marche, médaille d'argent. Et Hélène Preiss, médaille de bronze. Ce qui va se passer d'assez incroyable, c'est lors de la remise des médailles. On remet la médaille d'or à Ilona Elek, bon, et ensuite c'est au tour d'Hélène Mayer. Donc la foule est quand même partisane parce qu'elle est allemande, elle est beaucoup aimée par les Allemands. Et au moment de la remise de la médaille, la foule applaudit énormément et Hélène Mayer va regarder dans la loge où se trouve Hitler. Il va y avoir un échange oculaire entre les deux personnages qui va durer quelques secondes. Et au moment de la remise de la médaille, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que Hélène Mayer va faire le salut hitlérien. C'est-à-dire au moment de la remise, elle fait le salut hitlérien pour montrer son attachement et sa reconnaissance envers l'Allemagne qui lui a permis de s'exprimer et de participer aux Jeux. Alors on va sauter quelques années, pas beaucoup d'ailleurs malheureusement. Dans un deuxième temps, il y a la situation des sportifs juifs pendant la guerre entre 1939 et 1945. Donc vous êtes focalisé sur deux sportifs français très connus et qui ont eu des destins différents, c'est Pérez et Alfred Nakache. Alors Pérez et Alfred Nakache, donc Alfred Nakache qui est recordman du monde du 200 mètres en natation, Victor Young Pérez qui est champion du monde de boxe, deux grands champions qui vont se retrouver à Auschwitz, pas la même année, mais qui vont avoir un petit peu des destins différents. Donc il faut savoir que Alfred Nakache a été dénoncé, alors ça c'est une affirmation d'un journaliste de France Inter, Fabrice Abrigral, qui a écrit un livre sur les Jeux Olympiques, qui a été dénoncé par l'autre grand nageur cartonné de l'époque et qui faisait partie de la milice et qui était le grand rival d'Alfred Nakache. Et c'est un concours de circonstances, il a fait qu'il s'est fait arrêter avec sa petite fille et sa femme. Donc le jour même de sa déportation, sa fille et sa femme ont été gazées.
Lui, il ne pouvait pas le savoir. Il a continué à nager dans les camps, dans les eaux glauques des camps, et, bon, pour s'entretenir un petit peu. Alors lui, Nakache, il a survécu. Il a survécu. Il a même encore battu des records après la guerre. Il s'est remarié. En fait, c'est une belle histoire. Je renvoie à votre livre Les champions juifs dans l'histoire. Et quant à Pérez, alors là, il a eu un destin tout à fait singulier. Champion du monde de boxe, on a voulu le faire boxer dans les camps. Oui, on a voulu le faire boxer dans les camps parce qu'on voulait en fait le ridiculiser. Et en même temps, enlever ce mythe des sportifs juifs qui peuvent être des champions. Donc on voulait l'opposer à un nazi qui était un colosse en fait, qui mesurait 50 cm de plus que lui et qui devait peser 30 à 40 kg de plus que lui. Et on a organisé le combat d'Auschwitz. Bon, il s'agissait de montrer la supériorité, c'est un combat célèbre, oui. La supériorité de la race aryenne sur la race, il n'y a pas de race juive, mais enfin sur les juifs et sur les non-aryens, c'est ça. Et là, donc, lors de ce combat, effectivement, contre toute attente, Victor Young Pérez, par sa nervosité, sa fougue, a décroché en faisant même des sauts pour essayer d'atteindre le visage de son adversaire. Et il allait gagner le combat quand les nazis ont décidé d'arrêter le combat. Et à partir de là, c'est vrai que le destin de Victor Young Pérez, eh bien, c'est automatiquement arrêté. Alors le destin, vous dites le destin parce qu'il a eu un destin tragique. Il est mort lors de la longue marche d'évacuation d'Auschwitz. Et vous racontez, c'est des détails que je ne connaissais pas, qu'il a voulu protéger devant lui dans cette longue marche en hiver qui a été épouvantable, où un grand pourcentage de gens sont morts pour aller à Buchenwald. Il a voulu protéger un juif qui tombait par terre et le ramasser. Il s'est précipité vers cette personne pour le sauver. Une rafale de mitraillettes l'a arrêté, il a stoppé net dans son élan. Bon, je souhaitais parler des seconds Jeux olympiques qui ont revêtu un caractère assez tragique pour les Juifs, c'est-à-dire Munich, avec Septembre Noir, avec le massacre de 11 à tête. Là, vous révélez des détails, on n'a pas le temps d'en parler, mais des détails fantastiques sur les lacunes notamment. D'abord, vous racontez en détail comment s'est passée cette prise d'otage. On croirait un film hollywoodien. Vous avez reconstitué minute par minute. Voilà. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir un peu, moi ça me fait penser un peu au film de Fritz Lang, c'est-à-dire que c'est comme si le destin remontait à la surface. C'est-à-dire que l'Allemagne qui a voulu, lors de ces Jeux, démilitariser, faire des Jeux pacifiques et que tout se passe bien, elle a pris en pleine figure ce qu'elle ne voulait pas voir se produire, c'est-à-dire la mort des Juifs. La mort des Juifs dans ses propres Jeux. Une nouvelle fois. Et c'est comme si inconsciemment, parce que les organisateurs allemands ont commis d'énormes maladresses, c'est comme si inconsciemment elle avait voulu se mettre, l'Allemagne, dans une situation un petit peu inconfortable. Oui. Vous racontez notamment quand on les évacuait en hélicoptère, ils ont prévu 5 tireurs pour essayer d'atteindre les terroristes, alors que les terroristes étaient 8, et donc même si on tuait les 5 premiers, les otages allaient mourir. Il y a eu donc des lacunes extraordinaires, et il est vrai que ce massacre des Jeux Olympiques de Munich a bouleversé l'opinion mondiale. Alors on va terminer avec les dernières pages de votre livre, qui sont absolument passionnantes, qui sont tout simplement une liste des plus célèbres athlètes juifs dans tous les sports. Donc tous ceux qui s'intéressent au sport ont intérêt à regarder ça très près. J'y ai découvert des choses, bon, il y a des choses qui sont très connues. On va citer quelques-uns des principaux. Abrahams, par exemple, ça c'est un personnage extraordinaire. Alors Harold Abrahams, qui a fait l'objet d'un film, Les Charrues de Feu, de Hugh Hudson, et qui était le premier champion européen et juif, par ailleurs, dans l'épreuve du 100 mètres. Le seul à avoir battu les Américains qui gagnaient toujours les Jeux Olympiques. Voilà, le premier à gagner les Américains. Bon, on a fait un film magnifique avec lui, Les Charrues de Feu. J'ai été aussi très intéressé par Kirstenstein. Ça a été une des plus grandes, une juive polonaise, qui après s'est appelée Shewinka, qui a battu absolument tous les records. Elle a battu tous les records, notamment dans le 200 mètres et dans le 400 mètres. On l'appelait la reine du stade. Et c'est vrai que certains la considèrent comme une des plus grandes athlètes féminines de l'histoire de l'athlétisme. Alors, il y a aussi des boxeurs très célèbres. Alors, Mendoza, c'est une figure mythique. Ça a été un des tout premiers boxeurs de l'histoire en Angleterre. Oui, alors on l'appelle le père de la boxe, puisque c'est lui qui a inventé en fait les techniques et les figures, notamment le pas de danse, l'esquive, donc c'est-à-dire ne pas utiliser uniquement la force du poignet, mais toute la mobilité du corps. Combien ils ont joué un rôle important et combien, vous l'avez montré dans notre première émission, combien l'évolution des Juifs par rapport au corps et par rapport au sport a permis une sorte de retour à une vie naturelle qui n'a pas existé très très longtemps dans la diaspora, à tel point que même un écrivain avait publié un livre sous le nom de Dégénérescence pour parler de la dégénérescence des Juifs. Cette renaissance du corps est aussi liée à la renaissance d'Israël. Merci Philippe Assoulet.